Ah, ça y est, on est enfin la semaine prochaine. Quoi? Bah, c'est ce que t'avais dit à la fin de l'épisode sur Begins. La semaine prochaine, on parle du Dark Knight. C'était en février. Ouais, le temps passe vite. Bon, ça a intérêt à être bien. Et sois sympa pour une fois. T'inquiète, pour ce film, ça devrait aller. Après les chauves-souris du premier, c'est une explosion qui fait apparaître le logo de Batman, comme un signe avant-coureur du chaos qu'il s'apprête à endurer. Le film débute, vous le savez tous, par le fameux braquage de l'une des banques de Gotham, avec cette image et ce son IMAX qui, encore aujourd'hui, te colle au fond de ton siège dès les premiers instants. Tous affublés d'un masque de clown, les braqueurs se descendent un par un, pensant que ça va leur apporter une plus grosse part du butin. Sauf que tout ce que ça va leur apporter, c'est une balle dans le dos un peu plus tard, évidemment. Débile ces braqueurs quand même. Alors ouais, c'est pas les couteaux les plus aiguisés du tiroir, mais on verra plus tard que le gars qui les a embauchés a pour habitude d'employer des types pas super futés pour mieux les manipuler. Ceci explique peut-être cela. Ouais, c'est qui les a embauchés? Merci pour la transition, j'imagine. Parce que celui qui les a engagés, c'est bien sûr le Joker, disait à la fin de Batman Begins, qui se dévoile ici avec une réplique devenue culte. I believe whatever doesn't kill you simply makes you stranger. Mais même avant qu'il ne retire son masque, il est déjà captivant, se déplaçant différemment de tous les autres, léger sur ses appuis, comme dansant, totalement tranquille, et pas le moins du monde stressé. Le directeur de la banque, qui ne compte pas se laisser faire, riposte, mais c'est pas ce qui va effrayer et encore moins arrêter le Joker, qui se barre, seul, avec tout l'argent. Le choix de William Fichtner n'est pas innocent, puisque cette scène, entre autres, est assez inspirée de Heat, de Michael Mann, dans lequel jouait déjà Fichtner. Cette scène est une introduction parfaite du personnage, d'abord présenté de dos, le masque face à nous, avant que son plan se déroule à merveille, tout en ayant manipulé 5 personnes pour au final être le dernier debout, en n'ayant tué qu'un seul autre braqueur. Même si c'est clairement pas un problème pour lui, vu la nonchalance avec laquelle il abat le chauffeur du bus, des braqueurs qui ne savaient d'ailleurs même pas qu'il était avec eux, puisqu'il le critique juste avant de rentrer dans la banque. Le Joker, on le sait, est la réponse à l'apparition de Batman, qui a changé totalement Gotham. La seule vue du Bat-Signal suffit maintenant à faire rentrer les petits délinquants chez eux. Et même les gros bonnets du crime sont obligés de se cacher. Batman fait donc peur aux criminels, et même sous investigation de la police, mais en inspire certains qui, habillés comme lui, tentent également de faire régner la justice. Ce qui se passe en général assez mal, comme ici quand ils essayent d'empêcher un deal de drogue, et se retrouvent coursés par des gros Rottweilers affamés. Heureusement, le vrai Batman arrive. De nulle part, parce que là on est dans un parking à étage, et le truc arrive de dehors. Donc quoi, le Tumblr il vole maintenant? D'après Batman, la différence entre lui et eux, c'est qu'ils ne portent pas de jambières de hockey. Ouais bah excusez-les de pas avoir une cave remplie de trucs expérimentaux de l'armée. Et des milliards de dollars aussi. Il arrête quelques méchants, dont l'épouvantail qui passe une tête, et les faux Batman, puis rejoint Gordon à la banque qui vient d'être braquée. 2-3 phrases rapides pour nous apprendre que la banque servait à blanchir l'argent de la drogue, et Batou rentre chez lui, se recoudre, parce que même quand tu t'appelles Bruce Wayne, un Rottweiler qui te chope le bras, ça pique un peu. S'ensuit une rapide scène de procès où on retrouve Rachel, qui a pas mal changé en quelques semaines, putain, et Harvey Dent, le nouveau procureur de Gotham, incarné par Aaron Eckhart. Il est le Batman de la justice si on veut, cherchant lui aussi à sauver la ville du mal qui la ronge, avec des pratiques plus légales. Et en plus il a des bons réflexes. Ouais, enfin le gars reste quand même longtemps sans tirer, c'est facile. Justement, je pensais ça aussi au début, mais en fait, le gars appuie 2 fois sur la détente. C'est pour ça que Dent fait cette réplique à Maroni après. Du côté des criminels, c'est pas la joie, puisque Dent a ordonné la saisie de tout leur argent dans les 5 banques corrompues. Lo, un homme d'affaires chinois, décide de récupérer tout cet argent et de le cacher en lieu sûr, partant à Hong Kong, là où Dent ne pourra rien contre lui. Le Joker se pointe et, alors que tout le monde veut le buter, parce qu'il faut se souvenir qu'il leur a quand même piqué un paquet de pognon, rappelle que Batman n'a pas de limitation de territoire et que s'il faut aller chercher Lo à Hong Kong, il ira. Il propose un plan, assez simple en soi, qui arrangerait tout le monde. Personne ne le prend vraiment au sérieux et avant que ça dégénère, il se barre, gardant les autres à distance d'une façon assez persuasive. Et le Joker avait raison, puisque Lo il a à peine le temps d'arriver à Hong Kong que Batman y va et puis il le ramène. Comme ça. Et comme le Joker avait prévu, il ne faut pas beaucoup de temps à Lo pour dénoncer tous ceux avec qui il bosse. Et ils se font tous arrêter. 549 arrestations d'un coup. J'espère qu'ils ont de la place en prison à Gotham. Le Joker met alors en place son vrai plan, celui qui l'intéresse le plus, faire tomber Batman, le forçant à se dévoiler, tuant chaque jour une personne tant qu'il ne l'aura pas fait, tout en nous montrant qu'il est fan d'Eminem. Avant de débarquer dans les bureaux Wayne, où Bruce fait une petite fête en l'honneur de son nouveau pote, Harvey Dent. En fait, Bruce se dit que si Harvey gagne, il aura assez de pouvoir pour que Batman ne soit plus utile
et il pourra donc reprendre sa vie avec Rachel. L'idée du Joker pour ce soir-là est de se débarrasser de Dent, tout en restant sous sa promesse d'un mort par jour. Une façon de faire une pierre deux coups. En vrai, pendant ce temps-là, il bute aussi des juges et des procureurs, histoire d'intimider absolument tous ceux qui ont un petit peu de pouvoir à Gotham. Sauf que ce qu'il sait pas, bien sûr, c'est que Bruce, c'est Batman, et qu'il a déjà mis Dent en sécurité à sa façon, et son plan va, pour une fois, capoter. Mais il se consolera en jetant Rachel par la fenêtre, ce qui oblige Bruce à la suivre pour la sauver, et laissant le Joker s'enfuir par la même occasion. Cela dit, je sais pas par où il est parti, ni pourquoi Batman ne s'est pas directement mis à sa poursuite, puisque bon, c'est quand même chez lui, il devrait connaître. Le petit jeu du chat et la souris continue, et le Joker dévoile sa prochaine cible, le maire. Grâce à une technologie de pointe qui rendrait David Caruso jaloux, Bruce réussit plus ou moins à déjouer l'attentat, mais c'est Gordon, héroïque, qui se sacrifie pour sauver le maire. Le Joker et ses hommes se sauvent tous, sauf un, qui porte un badge Rachel Dawes, ce qui a tendance à fort énerver Harvey Dent. Nerveux quand même le gars, on dirait pas comme ça. Ouais, comme s'il avait une double face. Hein? Mais ça fonctionne même pas, personne dit ça. C'est la goutte d'eau de trop pour Bruce Wayne, qui décide de se livrer le lendemain. Et alors qu'il se sent prêt à refaire la scène finale de Iron Man, I am Iron Man. Dent se dénonce à sa place et est arrêté. Sur la route, oui, il y a eu des soucis, de l'aventure pour Harvey, et ça fait boum, dans une scène qui est comparable à celle de Batman Begins, mais meilleure en tout point, culminant avec cette cascade réellement effectuée du semi-remorque qui se retourne en plein milieu de la chaussée. Bon, par contre, là, quand il fait joyeusement exploser toutes les voitures, il a de la chance de pas péter celle avec les deux gamins dedans, parce que monsieur je tue personne, ça aurait fait tâche, hein. Le Joker veut que Batman la brise justement sa règle, en le tuant, ce qu'il ne fait pas, et va se cracher comme un débile quelques mètres plus loin. Le Joker pense enfin démasquer Batman, sauf que, plot twist, en fait Gordon n'était pas mort, et il arrête le Joker. Ça semble un peu facile? C'est normal. Gordon est nommé commissaire, ce qui fait même plaisir au clown, rentre chez lui pour se faire frapper par sa femme, mais est tout de suite rappelé parce que Harvey Dent n'est pas rentré chez lui. Je me disais aussi qu'elle avait pas l'air à l'aise, elle, quand elle l'a mis dans la voiture de son collègue. Il veut interroger le Joker et bordel, j'adore comme cette scène est éclairée, mais se rend vite compte qu'il ne tirera pas grand chose de lui et laisse Batman faire le sale boulot. Après un dialogue plus ou moins civilisé, le Joker laisse volontairement échapper que Rachel est aussi en danger, et dit même à Batman où les trouver, sachant qu'il ne pourra en sauver qu'un des deux, et donc, dans un sens, briser sa règle. Alors, si laisser quelqu'un mourir c'est briser sa règle, il l'a déjà fait à la fin de Begins, hein. Choisissant son amour pour Rachel avant Gotham, il décide d'aller la sauver elle, plutôt que Dent. Sauf que le Joker c'est un petit comique, et il avait inversé les adresses, sachant très bien que seul Batman allait arriver à temps, leur donnant à tous les deux 50% de chance. Du coup Rachel... Et perso à l'époque, je l'avais pas du tout vu venir cette mort. Jusque-là dans les films de super-héros, même devant des dilemmes comme ça, tout le monde s'en sortait bien. Comme à la fin du premier Spider-Man de Raimi, quand il doit choisir entre plein d'enfants ou Mary Jane. Bah il sauve tout le monde, parce que c'est Spider-Man quoi. Mais c'est pas tout ça, parce que dans le même temps, Batman sauve quand même Dent. Parce que bon, il a été jusque-là donc autant être utile, mais l'explosion fait brûler la moitié de son visage. Harvey Dent vient, à ce moment-là, de devenir double face, son humanité mourant, en même temps que celle qu'il aimait. Triste quand même. Ouais, mais c'est pas tout. Parce que dans le même temps du même temps, le Joker a réussi à assez énerver son garde que pour le neutraliser et aller demander son coup de téléphone, qui en fait fait exploser une bombe qui se trouvait dans un gars arrêté un peu plus tôt, qui se plaignait d'avoir mal au bide. Tu m'étonnes. En même temps maintenant, il a plus mal au bide. Ah ouais. Mais attends, comment ça il avait une bombe dans le bide? Ouais, avec un téléphone et tout. Et personne s'en est rendu compte. Ah, apparemment, c'est pas les meilleurs flics à Gotham. L'explosion dans le commissariat bute tout le monde sauf le Joker et Lo, ça tombe bien, et il s'échappe, emmenant Lo avec lui. Usant à mon avis de bons moyens de persuasion, il récupère tout l'argent de la pègre et donne rendez-vous aux autres chefs, brûlant la moitié de l'énorme pile de billets, avec Lo au-dessus, disant que l'important c'est pas l'argent, c'est le message. À propos de message, l'un des employés de Wayne Enterprise, qui a compris que Bruce était Batman, et a d'ailleurs tenté d'en tirer profit plus tôt dans le film, est en direct à la télé, prêt à révéler l'identité du Chevalier Noir. Mais le Joker a changé d'avis, et ne veut plus savoir qui est Batman, et demande donc que Coleman Reese, lui donc, soit tué dans l'heure, sans quoi il fera exploser un hôpital. Ouais, radical le gars. C'est la panique dans tous les hostos de la ville, et ceux qui ont un proche dans l'un d'eux tentent directement de tuer Reese. Ouais, le port d'armes, le second amendement, tout ça. L'effervescence permet au Joker, qui doit quand même se déplacer vachement vite, de rendre une petite visite à Harvey Dent, qui apparemment ne le reconnaît pas avant qu'il enlève son masque. Il lui dit que ce qui s'est passé entre lui et... Oui, Rachel, n'était pas personnel, et qu'il n'a qu'à se venger, cédant au chaos et à l'anarchie.
Mais la pièce de Dent, également brûlée à moitié, et qui a donc maintenant 2 faces différentes, ouais parce qu'avant les 2 faces étaient les mêmes, en décide autrement. Pendant ce temps, Bruce a pris sa petite Lamborghini chauve-souris du dimanche et s'interpose entre le fourgon de police où se trouve son employé et un gros SUV qui essayait de le percuter. Cela dit, belle pub pour la solidité des lambeaux, parce que là Bruce il a rien. Reese sort, en vie, Bruce fait comme si de rien n'était, mais leur échange de regards ne trompe pas le spectateur, et il solidifie Bruce comme un homme prêt à protéger n'importe qui, même ceux qui sont contre lui. Mais du coup il est pas mort, et comme le Joker est un homme de parole, il s'en va, en bus, avec des gens... Ah non d'accord, c'est des otages qu'il va utiliser pour faire passer un message, encore un, menaçant tout Gotham, forçant la population à tenter de fuir, mais pas par les tunnels ni les ponts, qui sont peut-être dangereux. Parti de l'hôpital avant que tout explose, Dent retrouve le flic qui l'avait conduit vers sa mort. Et comment dire, il est pas hyper heureux de le revoir. Ça joue à pile ou face, il a pas de chance, il se prend une balle entre les 2 yeux, au suivant. Maroni, toujours prêt à tout pour survivre, donne directement le nom du policier qui a emmené Rachel, et à lui plus de chance, contrairement à son chauffeur. Au suivant, ou plutôt à la suivante, puisque bien sûr, celle qui a emmené Rachel, c'était Ramirez. Ouais, celle qui était pas à l'aise tout à l'heure et en fait la seule autre flic qui est identifiée. Mais on y reviendra plus tard. Certains se sont plaints après Batman Begins que notre héros ne soit pas le détective qu'il est dans les comics. Ici, il se rattrape. Particulièrement à la fin, quand il utilise une technologie de Lucius Fox, un sonar, pour que chaque téléphone de la ville devienne un émetteur, permettant ainsi de retrouver le Joker. Ça plaît moyennement à Fox, pas ravi que son invention se transforme en outil d'espionnage à grande échelle. Puisque les ponts et tunnels sont bloqués, les habitants de Gotham choisissent de partir en ferry, comme l'avait prévu le Joker, et c'est là que le dernier jeu commence. Les 2 ferries s'arrêtent, l'un rempli de prisonniers que Gordon a insisté d'évacuer, et l'autre de civils. La voix du Joker résonne dans les haut-parleurs, et leur annonce qu'ils ont chacun la possibilité de faire exploser l'autre ferry. Si d'ici minuit, personne n'a appuyé sur son détonateur, les 2 ferries exploseront. Grâce au message envoyé en direct par le Joker, Fox réussit à le repérer, et la confrontation finale entre les deux peut commencer. Elle est assez rapide parce que c'est pas la lutte physique qui intéresse Nolan, mais la bataille d'idées, celle pour Gotham. Le Joker a peut-être perdu cette manche, puisque personne sur les ferries n'a appuyé sur les détonateurs, et que Batman l'arrête juste avant qu'il n'explose les 2, mais la guerre est loin d'être finie, puisqu'il a fait basculer le Chevalier Blanc, Harvey Dent, dans la folie, prouvant encore une fois la véracité de l'un des principes fondateurs de l'une des meilleures versions du Joker, que le décalage entre lui et le reste du monde est très fin. Tout ce qu'il faut pour faire basculer n'importe qui, c'est une mauvaise journée. Perdre la femme de ta vie et la moitié de ton visage? Ouais, je crois qu'on peut parler d'une mauvaise journée. Mais d'ailleurs, il fait quoi Dent là? On l'avait laissé avec Ramirez. Eh ben Dent, il a utilisé Ramirez pour faire venir la femme et les enfants de Gordon, jugeant le commissaire responsable de la mort de Rachel, et voulant lui infliger la même douleur. Dent est résigné, il a perdu tout son sens moral, et il pense que tenter de faire le bien dans un monde aussi pourri était en fait impossible. Tout ce qu'il veut maintenant, c'est rétablir l'égalité entre lui et Gordon, en tuant celui qu'il aime le plus, son fils. Batman intervient, le balance quelques mètres plus bas, Harvey est mort, et tout son travail, l'espoir qu'il offrait à Gotham, avec lui. Ça y est, le Joker a gagné. Le Joker a gagné, oui, mais pas aux dépens d'Harvey Dent, parce que Batman va choisir, encore une fois, de faire ce qui est juste. Il va se retirer, prendre le mauvais rôle, demander à Gordon d'annoncer que c'est lui qui a tué Dent et les autres, et que Dent n'a jamais craqué, et qu'on devra se souvenir de lui, comme du Chevalier Blanc de Gotham, le laissant mourir en héros, et faisant vivre Batman assez longtemps, pour qu'il devienne le méchant. Et c'est fini. Bon, pourquoi est-ce que The Dark Knight est beaucoup plus qu'un film de super-héros? J'imagine que du coup tu vas en profiter pour cracher sur Marvel, qui eux ne sont que des simples films de super-héros. Bah même pas, mais effectivement, aujourd'hui, quand on pense super-héros, on pense forcément MCU. Et ici, on en est loin. Et d'ailleurs, le Dark Knight est sorti en 2008, année très importante pour le genre, puisqu'elle a aussi vu naître le premier film du MCU, l'excellent Iron Man. Mais pour moi, ce qui fait de ce film bien plus qu'une simple adaptation de comics, réside en partie dans son style réaliste, cher à Christopher Nolan, qui ne sera jamais trop compris par les films d'ici suivants. Tout ou presque dans le Dark Knight est crédible. Si on suspend assez son incrédulité, et qu'on accepte qu'un milliardaire ait accès à plein de gadgets high-tech, le film n'est rien de plus qu'un vigilante qui tente de sauver sa ville d'un serial killer taré, qui aime faire péter des trucs. Le film s'inspire, bien entendu, des comics, mais aussi de grands thrillers modernes. On a parlé de Michael Mann, mais on peut aussi citer Fincher, et le John Doe de Seven, qui partage pas mal de choses avec le Joker, comme son sens de la mise en scène, ou sa capture volontaire pour arriver à ses fins. Le Dark Knight s'inscrit plutôt dans la lignée de ces films-là, et pas d'anciens films de super-héros comme les Superman, X-Men, Spider-Man, ni même les Batman de Burton. Nolan se permet aussi de différer des comics pour renforcer son propos, inventant la relation entre Dent et Rachel, pour ajouter de la tension dramatique, déjà,
mais surtout pour rapprocher encore plus les personnages de Dent et Bruce comme les deux faces d'une même pièce, aimant chacun la même femme et œuvrant tous les deux pour faire de Gotham une ville meilleure. Mais même au-delà de ça, Dent peut être le sauveur de Gotham, mais pourrait surtout être celui qui rendra Batman inutile, et par extension, sauverait Bruce de sa tâche, ce qui lui permettrait de ranger le costume et de vivre avec Rachel. Parce qu'on va pas se mentir, l'importance de Batman est un peu en train de s'opposer aux limites de Bruce, de plus en plus diminué physiquement et mentalement. Et ouais, comme je vous l'avais dit, c'est pas par charité que Bruce fait le gala pour Dent, c'est pour, sur le long terme, récupérer Rachel. Malin. Ouais, sauf que... Boom! Et puis évidemment, comment ne pas parler de Heath Ledger, décédé en janvier 2008, quelques mois avant la sortie du film. Tout ou presque a été dit sur lui et je vais pas en rajouter une couche inutile. Mais plus que le scénario ou le style du film, c'est pour moi lui qui fait passer The Dark Knight dans une autre dimension, avec une performance instantanément culte. J'ai vu toute la filmo de Ledger et c'est un acteur que j'aime beaucoup, que je connais bien. Pourtant ici, je ne le vois pas une seconde. Il est totalement effacé derrière son personnage, changeant ses expressions, sa façon de bouger, de regarder, ajoutant des tics. Mais ce qui est encore plus fou, c'est que je ne l'entends jamais. Ça rend sourd, hein. Quoi ? Tu vois? Non, je parle du boulot qu'il fait sur sa voix. Entre trouvailles personnelles, Alex de Orange Mécanique ou Tom Waits dans les années 70. I got here last night. I was on the plane from Paris for about 22 hours. Ledger nous sort une voix et un phrasé unique, reconnaissable entre mille, très loin de ce qu'il nous avait offert jusque-là. Non mais franchement, vous imaginez que c'est le même gars? Une performance saluée par un Oscar posthume et une place dans la légende. On se souviendra de lui comme l'un des plus grands méchants de l'histoire du cinéma, quelque part entre Hannibal Lecter et Dark Vador, pour un film qu'il ne verra finalement jamais. Le personnage en lui-même est excellent, bien sûr, cohérent avec son univers, réponse logique à l'impact qu'a Batman sur le crime à Gotham. J'aime également beaucoup que son passé et ses motivations soient gardées secrètes, tout en étant mis en avant. Il aime raconter son origin story, mais la change à chaque fois. Veut tuer Batman, puis ne veut plus. Veut savoir qui c'est, puis se ravise. Tout ça met l'emphase sur le côté chaotique de son esprit, qu'il veut recréer tout autour de lui. Sans vrai but final, il va passer le film à faire tout exploser et se réjouir des conséquences de ses actes, riant jusqu'à la fin. The Dark Knight est, évidemment de très loin, mon film de super-héros préféré. Et à tout ce que j'ai cité plus tôt, on peut rajouter des scènes d'action en IMAX bluffantes, bien meilleures que dans Begins, et l'utilisation toujours plus folle de vraies voitures, de vrais camions, de vrais bâtiments à faire exploser, évitant les effets spéciaux et rendant le film intemporel. Bien plus qu'un excellent Batman, bien plus qu'un excellent film de super-héros, The Dark Knight est pour moi un film immense, et mérite la note très rare de 19,5 sur 20. Et pourquoi pas 20? Il y a littéralement 5 films dans ma vie que j'ai vus qui méritent 20 sur 20, donc t'emballes pas. Ah, et t'en parles quand? Pas tout de suite, parce que la semaine prochaine, on repart sur un ciné-pop Disney avec Taram et le chaudron magique. Ah ouais, et ça c'est pas 20 sur 20? On verra, mais je suis pas certain. Dark night feeling, die you be a hero, but live long enough to see yourself become a villain. I went from the favorite to the most hated.